Connaissance. Recherche. Sciences. Dessin, mathématiques, Théorie. physique, Philosophie. conférences, Archéologie. environnement, nature. Merci, Monseigneur, Monsieur le Sénateur, Monsieur le Préfet, chers collègues. Travaillant sur les écosystèmes terrestres dans l'Arctique, on a deux inconvénients. On n'a pas une espèce emblématique comme l'ours polaire. Souvent, quand on parle de l'Arctique, on prend l'ours polaire comme exemple, alors que je dirais qu'une espèce comme le caribou ou le renne, suivant le continent sur lequel on travaille, sont sûrement plus importantes pour beaucoup de peuplement pour les gens dans l'Arctique. Et aussi, par rapport à l'année polaire internationale, en 57-58, il n'y a pas eu d'effort de fait côté écosystème, donc nous n'avons pas de recul, souvent supérieur à 10 ou 15 ans, ce qui limite souvent nos perspectives sur les changements que l'on voit aujourd'hui. Ensuite, cela a déjà été dit, l'Arctique est un océan entouré de continents. Ce qu'il faut voir aussi, c'est que la partie arctique, si on la définit surtout en termes de végétation, constitue essentiellement une petite frange le long de ces continents. Ici, les différentes zones sont ce que les gens travaillant sur la végétation arctique définissent en termes de type de végétation, et cela dépend essentiellement de la température en été. Les différentes zones, là, celles en orange, en jaune et en verte, représentent une différence de température le mois de juillet de l'ordre de 5 degrés. Si vous vous rappelez toutes les présentations sur les changements climatiques, les changements attendus sont au moins ou supérieurs à cette différence de 5 degrés. Donc si vous faites une translation de ces écosystèmes vers le nord de 5 degrés, pour l'essentiel, ces écosystèmes disparaissent. Les écosystèmes arctiques ne sont pas différents de ce que vous avez ailleurs, c'est-à-dire que vous avez d'abord des producteurs primaires, des plantes, ensuite des herbivores comme les lemmings, les rennes ou les oies des neiges, ensuite des prédateurs, comme la chouette arfan ou le renard polaire. Une des différences, c'est que certaines de ces espèces sont quand même relativement emblématiques, même si elles ne sont pas autant que l'ours polaire. La chouette arfan est devenue relativement célèbre avec Harry Potter, même si le lien avec l'Arctique est relativement ténu. Mais bien sûr, j'y reviendrai, la chouette arfan pourrait vraiment jouer un rôle tout aussi important comme, je dirais, sentinelle des écosystèmes terrestres que l'ours polaire pour les écosystèmes marins. Ce qui différencie peut-être les écosystèmes arctiques et terrestres, c'est que les lemmings, donc, qui sont un des herbivores essentiels dans ces écosystèmes, ont des variations, ou j'y reviendrai, hélas peut-être avaient des variations cycliques, c'est-à-dire que ces populations de lemmings, et il y a plusieurs espèces concernées, là vous avez à gauche par exemple le lemming à collier, qu'il y a au Groenland ou en Sibérie ou en Canada, à droite les lemmings de Norvège, donc, qui est restreint à la Scandinavie et Finlande. Ces espèces donc pullulent tous les 3, 4 ans, des fois 5 ans, et ce sont des variations qui sont absolument énormes en termes de densité. Vous passez de densités qui peuvent augmenter donc d'un facteur 100 ou 1000 en l'espace donc de 2 ou 3 ans. Alors ces fluctuations ont un impact sur le reste de l'écosystème. C'est pour ça qu'ils jouent un rôle clé. C'est difficile de comprendre la dynamique de ces écosystèmes si on n'a pas une bonne idée, si on ne comprend pas les fluctuations de ces petits herbivores, donc des lemmings. Vous avez ici à gauche en haut les fluctuations des renards polaires en Suède. Alors ici, c'est les individus reproducteurs, parce que vous pouvez vous demander s'ils arrivent à zéro de temps en temps, d'où ressortent-ils. Donc là, il s'agit seulement des individus qui se reproduisent une année donnée. À gauche de la figure, quand vous avez ces fluctuations assez dramatiques, c'est une période où les lemmings avaient une fluctuation cyclique. Et le moment où les lemmings, au début des années 80, ont commencé à ne plus avoir ces fluctuations cycliques, les populations renards donc, polaires en Suède ont lentement décliné, jusque donc quasiment une presque extinction donc, au début des années 2000. À droite, en haut, vous avez la fluctuation donc, des nombres de chouettes arfans se reproduisant sur l'île de Billot, comme disent mes collègues québécois. Les barres indiquent les nombres de chouettes arfans se reproduisant. Et vous avez donc la ligne noire avec les petits points, ce sont les fluctuations de lemmings.
les chouettes harfang ne se reproduisent que les années où les lemmings sont abondants. En bas à droite, vous avez l'impact indirect sur les herbivores, ici l'oie des neiges. Alors ici, les choses sont un peu plus compliquées, c'est que les oies des neiges, en fait, ne se reproduisent bien que les années à lemming et se reproduisent très mal ou un succès de reproduction très faible les années sans lemming. Pourquoi ? Parce que les renards polaires, qui sont un des prédateurs sur en particulier donc les œufs d'oies des neiges ou les oisillons, quand il n'y a pas de lemming, eh bien, ils se rabattent sur les oies des neiges. Donc ce sont toujours des mauvaises années pour les oies. Alors, je vais essayer de donner quelques perspectives sur les projets Annipola International. Donc, un dans lequel j'étais partie prenante, mais surtout donc, d'autres projets, et qui consistent en des approches différentes au niveau du fonctionnement de l'écosystème. Je parlerai d'abord de deux projets, Greening of the Arctic et ITEX, qui mettent l'accent sur ce qui se passe, je dirais, en bas de l'écosystème, c'est-à-dire sur les plantes. Quel est l'impact de la température, par exemple, sur la productivité primaire, donc sur les plantes. Ce qu'en anglais on dit bottom-up, c'est une approche de bas en haut. On commence par les plantes en se disant qu'on pourra déduire le reste de ce qui se passe en bas. Avec ces collègues donc, québécois, Gilles Gauthier et Dominique Berthaud, nous avons plutôt mis l'accent sur une approche de haut en bas, c'est-à-dire regarder ce qui se passe au niveau des prédateurs ou des herbivores, et donc ensuite sur les plantes. Ensuite, il y a certains projets dont je parlais, donc Karma, qui toujours ces acronymes pour ces différents projets, qui est un projet qui porte sur les caribous, donc Circum Arctic Rangifer Monitoring, un rangifer nom latin du caribou du Renne, qui lui est un projet qui s'intéressait exclusivement à un niveau donc, de ces écosystèmes. Alors d'abord, donc, ce projet Greening of the Arctic, dirigé par Skip Walker à l'université de Fairbanks, donc en Alaska. C'est une approche qui était pour l'essentiel d'approche satellitaire, je disais donc de regarder ce qui se passe à grande échelle avec les données satellites, et en particulier basé sur ce qui s'appelle le NDVI, c'est un indice qui mesure en gros l'activité photosynthétique de la végétation. Alors ici la carte est un peu compliquée, celle de droite, parce qu'ils ont essayé vraiment de regarder la variabilité dans l'Arctique. Et ça, je pense que c'est un point qui est important, qu'on oublie souvent, les choses ne se passent pas vraiment de façon homogène. Alors, rapidement, si vous regardez en haut à gauche, qui est la partie Alaska-Sibérie de l'Est, il y a une forte augmentation de la température, ce sont les cercles rouges pleins. Il y a une forte diminution de la glace de mer, ce sont les cercles ouverts bleus. Et vous avez aussi une augmentation du NDVI, donc de la productivité primaire, de la biomasse des plantes. Vous avez donc ces cercles verts pleins. Par contre, si vous regardez ce qui se passe dans certaines parties de la Sibérie, ou plus proche d'où je travaille, donc de la Scandinavie, vous avez une forte diminution de la glace de mer, ça c'est la même chose. Vous avez une augmentation de la température estivale qui est moins claire, très faible en fait dans la partie médiane, je dirais, de la Sibérie. Et dans certains endroits, en fait, une diminution de la productivité primaire, pas une augmentation qu'on pourrait aussi attendre, vu l'augmentation de la température. Donc, hétérogénéité. Alors sur le terrain, ce projet aussi a essayé de valider ces mesures satellitaires à partir de deux transects, un en Sibérie sur la péninsule de Yamal et un donc à cheval sur l'Alaska et le Canada. J'irais à l'opposé en termes d'échelle. Le précédent projet mettait vraiment l'accent sur l'approche satellitaire à très grande échelle. Un projet comme ITEX, qui s'appelle International Tundra Experiment, lui regarde vraiment ce qui se passe, comme vous voyez sur la photo ici en haut à gauche, à l'échelle de, en gros, à demi-mètre carré. Et l'idée de ce projet, qui dure depuis en fait 20 ans, donc que l'Annipola International a permis de renforcer, de relancer, c'est de regarder ce qui se passe si on met ce genre de petites chambres en plexiglas pour augmenter la température de façon locale. Donc, très petite échelle et vraiment approche expérimentale, à l'opposé de ce que faisait Greening of the Arctic. Alors, ce projet a aussi un grand intérêt, c'est que bien sûr, il y a des contrôles, c'est une approche expérimentale, on ne fait pas que manipuler, on regarde aussi ce qui se passe quand on ne manipule pas. Et comme il y a 20 ans de recul, permet aussi de voir sur ces zones de contrôle quels ont été les changements au niveau de la végétation. Et ces deux projets, Greening of the Arctic et donc le projet ITEX, ont quand même, malgré l'hétérogénéité spatiale, comme conclusion majeure, c'est que l'Arctique verdit, même donc s'il y a des hétérogénéités, et surtout par une augmentation de la couverture de buissons,
Ici, c'est une photo sur un des sites sur lequel je travaille, donc qui est dans la partie Russie arctique, dans Nenetsky, avec des buissons de saules. Vous avez la même chose sur Yamal. Si vous interrogez les éleveurs de rennes de ces régions-là, ils vous diront qu'il y a 30 ou 40 ans, ces buissons de saules ne faisaient pas plus de 20 ou 30 cm de haut. Maintenant, ils font 2 mètres de haut. Donc, un changement vraiment important au niveau de la structure de la végétation. Par contre, ce que l'on ne voit pas aujourd'hui, c'est une colonisation par de nouvelles plantes. Cette augmentation de la biomasse se fait essentiellement par une meilleure croissance, donc une augmentation de la croissance d'espèces qui étaient déjà présentes, par exemple comme ces buissons de saule qui faisaient 20 cm ou 30 cm il y a 30 ou 40 ans, et maintenant 1,50 m à 2 mètres. Donc maintenant je monte d'un niveau, Karma, donc un projet là vraiment d'état des lieux. Qu'est-ce qu'on sait des populations de rennes? Donc les rennes sont le nom qu'on utilise en Eurasie, ou les caribous, donc c'est le nom qu'on utilise en Amérique du Nord. Quel est l'état de ces populations sauvages de rennes? Ici, ce projet se restreint aux populations sauvages, ne porte pas sur les populations semi-domestiques. Et en particulier, c'est de voir quelles sont les menaces sur ces sous-populations en termes d'exploitation, par exemple gazière ou pétrolière. Ça devient un problème de plus en plus important dans l'Arctique, de changement climatique évidemment, mais aussi de parasites, par exemple de nouveaux parasites qui arrivent par le sud. Alors dans ces évolutions d'effectifs, la plus dramatique, alors on peut m'accuser de biaiser un peu le débat puisque je prends l'évolution la plus dramatique ici, c'est une des populations de caribous la plus au nord que l'on connaisse, celle de caribous de Peary, qui sont donc vers l'île d'Ellesmere et les îles autour. Cette population, en gros, est presque éteinte, elle est vraiment en voie d'extinction, elle est passée d'environ 50 000 à maintenant de l'ordre de 1000 individus, et essentiellement à la suite d'hivers répétés avec des précipitations sous forme de pluie qui conduisent à un englacement de la végétation et donc à ce que ces individus ne puissent pas se nourrir. Donc là, il y a un problème sérieux en termes vraiment de biologie, de la conservation. Alors maintenant, donc, je remonte encore un peu d'un niveau. Donc un projet sur lequel je collabore avec des collègues du Québec, donc Gilles Gauthier à l'Université Laval et Dominique Berthaud à l'Université du Québec à Rimouski, et avec lequel nous collaborons donc aussi avec des chercheurs russes. Donc Arctic Wolves. Ce projet n'a rien à voir avec les loups. Donc Wolves veut dire Wildlife Observatories Linking Vulnerable Ecosystems. C'est toujours sur recherche d'acronymes. Un des sites centraux de ce projet, c'est l'île de Bylot, donc qui est au nord de la terre de Baffin. Mais ce qui caractérise ce projet, ce qui je pense le rend vraiment intéressant, c'est qu'il y a toute une série de sites au Canada, qui sont les sites en jaune, coordonnés donc par nos collègues du Québec, et toute une série de sites en rouge, donc en Russie et en Norvège, que je coordonne. Un des résultats majeurs, et qui a fait un peu les titres des médias, en tout cas en Amérique du Nord, c'est le résultat d'avoir marqué des chouettes arfans sur l'île de Bylot à l'été 2007. Alors on savait déjà avant que ces chouettes arfans pouvaient bouger sur de très grandes distances, mais même les gens connaissant les chouettes arfans ont quand même été étonnés de ces résultats. Là, je vous montre le retour des chouettes arfans l'été d'après. Elles ont été marquées à l'été 2007. Donc là, elles reviennent de leur site d'hivernage. Et l'île de Bylot serait au nord de la terre de Baffin. Donc celle qui est en jaune là-bas est à peu près revenue d'où elle était marquée l'année d'avant. Par contre, vous voyez qu'il y a des chouettes arfans qui sont revenus depuis Terre-Neuve ou depuis celle aux États-Unis était dans l'état du Dakota. Donc des distances assez longues. Et en fait, celle qui était dans l'état du Dakota est allée jusqu'à Ellesmere. Donc ne s'est pas arrêtée vers Bylot. Et en fait, la raison pour laquelle très peu sont revenus sur Bylot, c'est qu'il n'y avait pas de lemming sur Bylot cette année-là. Donc elles se sont arrêtées pour l'essentiel sur la terre de Baffin, où en fait il y avait une population de lemmings cette année-là. Un autre résultat majeur qui a été vraiment une surprise pour les gens travaillant sur un chouette arfan, c'est qu'en hiver, la chouette arfan devient en partie marine. Personne ne s'imaginait trouver des chouettes arfans sur la banquise en plein hiver. Là, donc, ce sont les résultats encore obtenus par ses collègues québécois, donc Thérien, Gauthier et Betty. Donc, 6 individus sur 9 ont passé en moyenne donc 43 jours, 1 mois et demi sur la banquise. Alors, on ne sait pas très bien ce qu'elles font sur la banquise. On soupçonne qu'elles se nourrissent d'eider et d'autres oiseaux de mer. Et là, clairement, c'est quelque chose qui va être exploré dans les années à venir. Mais ça a été vraiment une surprise.
Et apparemment, les Inuits n'observaient pas tellement de chouettes harfans sur la banquise, peut-être parce que les zones fréquentées par les chouettes harfans ne sont pas des zones propices ou trop dangereuses pour la chasse pour les Inuits. Pour vous convaincre ensuite de l'étendue des migrations des chouettes harfans, voilà d'autres chouettes qui, elles, sont vraiment choisies de ne pas rester autour de Bilo ou de la terre de Baffin. Donc ce sont toujours les mêmes individus qui ont été marqués sur Bilo en 2007. Ce printemps, donc il y a juste 3 semaines, un certain nombre d'individus sont maintenant en Alaska. Et mes collègues canadiens maintenant attendent qu'ils aillent encore un petit peu plus loin, peut-être en Sibérie. Ce qui montre vraiment que les populations de chouettes harfans sont des populations circumpolaires. Elles utilisent vraiment l'ensemble de l'Arctique. Alors, ce projet donc Arctic Wolves, réunissant tout un ensemble de scientifiques en Sibérie, au Canada, donc en Norvège, et aussi donc au Groenland, a permis d'essayer d'en savoir plus clair sur quelque chose qu'on soupçonne depuis quelques années, c'est que les cycles de lemmings sont en train de disparaître. Donc il y a eu quelques articles l'année dernière en particulier, donc, qui essayent de rassembler cette information. Et dans le cadre d'une réunion que nous avons eue au Québec là, en février, nous avons comparé donc, les données que nous avons au Groenland, en Norvège ou au Canada, et tout semble bien concorder, c'est-à-dire que aussi bien au Groenland qu'au Canada, qu'aussi dans certaines parties de la Russie, apparemment, donc, ces cycles de lemmings sont en train de disparaître. Le gros problème, c'est que nous avons en général une perspective historique très courte. La plupart de ces séries temporelles ont 10 ans, 15 ans, 20 ans. Celle sur les lemmings, donc, qui a fait l'objet d'un article dans Nature, donc, qui est en bas ici, est 30 ans, mais c'est quelque chose d'assez exceptionnel. Ce que nous avons essayé de faire, c'est de revenir en arrière en utilisant des données indirectes. Ici, par exemple, avec donc, des collègues à Tromsø, regarder les données sur les renards, qui sont donc, des prédateurs de lemmings. Et nous sommes aperçus qu'au début du XXe siècle, donc fin 19e, début du XXe siècle, les renards avaient une dynamique vraiment cyclique avec des périodes de 3-4 ans, donc quelque chose, un cycle classique, mais que dans la période chaude, donc, qui a déjà été évoquée dans les années 1920-1930, ces cycles ont soit disparu, soit ont commencé à avoir des périodes un peu aberrantes par rapport à ce qu'on connaît d'habitude des cycles de lemmings, donc qui sont avec des périodes qui étaient soit de 3 ans, soit de 5 ans. Et on est revenu en fait ensuite, dans la période relativement froide, donc des années 50-60, de nouveau à une dynamique cyclique. Donc c'est un indice, en tout cas, de l'importance du climat pour ces fluctuations de lemmings. Un autre problème qui se pose dans l'Arctique, c'est l'invasion par des espèces du Sud. Et le meilleur exemple, c'est la colonisation par le renard roux de nombreuses zones de l'Arctique. On soupçonne que c'est vraiment une des causes essentielles de la diminution, de la quasi-extinction du renard polaire en Scandinavie. Là en bas, vous avez la dynamique dans le nord de la Finlande, en bleu foncé du renard polaire, en rose ou rouge du renard roux. Bon, je n'ai pas tellement de commentaires à faire là-dessus, c'est assez clair. Ce que l'on sait aussi, c'est que ce renard roux a colonisé l'Arctique depuis à peu près 70-80 ans. Là, vous avez les dates de première observation de renard roux dans l'Arctique canadien. Donc cette colonisation n'est pas récente. La première, c'est 1918. Vous voyez, ça va jusqu'en 1962. Donc les premières observations de renard roux quasiment en l'île d'Ellesmere. Donc vraiment, c'est une colonisation qui va jusque dans le haut Arctique. La raison de cette colonisation n'est pas climatique. Là, ça devrait être clair à partir de ce qu'on voit sur le Canada, puisque ça couvre à la fois des périodes chaudes et des périodes froides. C'est clairement aussi lié à l'homme, qui lui fournit, par exemple, au niveau de la nourriture, indirectement, via des dépôts d'ordures ou ce genre de choses. Donc, il n'y a pas que le climat qui est important, évidemment, il y a aussi d'autres aspects. Dernière observation, avant de conclure, c'est quelque chose dans le cadre de la polaire nationale, ici sur la péninsule de Yamal, d'interaction entre renard roux et renard polaire. En haut, un terrier de renard polaire avec 8 renardeaux, donc observé en juillet 2007. Quelques jours plus tard, un renard roux s'installe sur le terrier. Les renardeaux donc polaires et le couple de renards polaires qui était là avaient disparu, ils n'ont plus été observés dans les environs. Alors, cette
colonisation par le sud a amené un de mes collègues, donc Dominique Berthaud, à parler de ce qu'on appelle du paradoxe de la biodiversité en Arctique. C'est-à-dire que nous avons un problème d'extinction d'espèces endémiques, d'espèces emblématiques de l'Arctique, comme le renard polaire ou la chouette arfan, mais nous avons en fait une augmentation de la biodiversité, parce que c'est plus que compensé par une colonisation d'espèces du sud, comme le renard roux, certains campagnols, et ainsi de suite. Donc en termes de biodiversité, la biodiversité augmente, mais c'est bien sûr d'un point de vue qualitatif que le changement se passe. Alors les legs, c'est d'abord la possibilité d'études comparatives à l'échelle de l'Arctique. Ça, c'est quelque chose que l'année polaire internationale, pour nous, dans l'aspect écosystème, a rendu vraiment possible et a favorisé. Ça, je pense, c'est une expérience qui a été unique de ce point de vue-là. Nous avons vraiment mis en place les mêmes protocoles dans tout l'Arctique, de façon circumpolaire. Les principaux résultats, je l'ai dit, c'est verdissement de l'Arctique, ensuite changement de dynamique des lemmings, et donc cette colonisation par les espèces du Sud. Je dirais que c'est un peu les 3 points principaux à retenir par rapport à ces projets année polaire internationale. Bien sûr, ça a permis un état des lieux, et je dirais, si on se projette dans l'avenir, surtout de regarder ce qui manque. Où y a-t-il des trous ? Collaboration circumpolaire, on a insisté là-dessus, c'est très important. Je pense que nous avons donc développé des collaborations avec les Russes. Mes collègues américains ont fait pareil. Ça, je pense que ça a été quelque chose de vraiment nouveau d'arriver à développer ces collaborations donc de façon internationale, et on espère vraiment que ça pourra se poursuivre. Merci.